Paris, début des années 60. La France file à toute vapeur à travers cette décennie qu'on appellera plus tard une partie des 30 glorieuses. Les usines tournent en 3-8, les campagnes se vident, les villes gonflent de nouveaux habitants. Chaque matin, sur les places, les marchés s'éveillent. Les commerçants déballent leurs cajots de tomates, de poissons, de fromages, de tissus. Les livreurs de pain slaloment dans les rues étroites, les laitiers klaxonnent devant les portails et quelque part en périphérie, un boulanger charge ses baguettes encore chaudes dans la caisse d'un vieux fourgon. Et presque chacun de ces gens se pose la même question terriblement concrète: avec quoi transporter tout ça? Cette France des artisans, des boutiquiers et des petits patrons a désespérément besoin d'une bête de somme, une machine simple, spacieuse, bon marché, qui démarre par tous les froids et avale une demi-tonne de marchandises sur un chemin de terre défoncé. Et c'est précisément ici que commence notre histoire. Celle de la façon de perdre une course avant même le départ, puis de la gagner quand même. Car à ce moment-là, le marché des utilitaires légers en France est déjà partagé. Et partagé durement entre deux géants, chacun devenu presque un nom commun. D'un côté, Citroën et son célèbre Type H, ce fourgon aux flancs nervurés qui ressemble à un morceau de tôle ondulé monté sur roue. Génialement laid, bon marché, increvable, il est devenu le roi des campagnes françaises. Boucher, électricien, marchand ambulant ne jurent que par lui. De l'autre côté, Renault et son estafette, plus petit et plus maniable, qui a conquis la ville. Ruelles serrées, livraisons rapides, coursiers pressés. Deux grands, deux territoires. La campagne et la ville. Tout est pris, toutes les niches sont occupées. Et Peugeot dans tout ça? Peugeot, qui est soit dit en passant la plus ancienne marque automobile de France. Une maison à l'histoire alors presque centenaire, qui avait débuté du côté des moulins à café, des baleines de parapluie et des bicyclettes. Peugeot, dans cette guerre précise, arrive honteusement en retard. La marque de Sochaux a certes de quoi répondre dans le segment des voitures particulières. Des berlines élégantes, solides, d'une fiabilité bien bourgeoise, adorées des médecins, des notaires et des paysans aisés. Mais dans le monde des fourgons de travail, Peugeot fait figure de parents pauvres, débarquant à la fête alors que les invités sont déjà attablés. Tout ce que la marque a en main, c'est une famille vieillissante, les D3 et leur héritier D4. Une machine sans lignée propre et nette, mais fruit d'une vieille alliance avec la firme Chenard et Walker, jadis glorieux, alors déclinant constructeur, que le destin aspirait lentement sous l'aile des grands. Ce fourgon D, avec son nez rond caractéristique, a honnêtement trimé sur les routes de France, mais face à des concurrents frais et bien pensés, il est désespérément d'hier. Moteur un peu juste, architecture dépassée, charisme néant. L'acheteur planté devant son choix regardait le fringant Type H ou le vif Estafette, puis reportait les yeux sur le D4 vieillissant et votait, portefeuille en main, contre Peugeot. Chaque année, la marque perdait du terrain sur un segment qui se transformait à vue d'œil en mine d'or. Et la mine était bel et bien d'or. Pensez à l'époque elle-même. La France d'après-guerre se reconstruit et s'enrichit à une vitesse folle. Les supermarchés apparaissent, le réseau routier s'étend, l'économie réclame toujours plus de bras et toujours plus de roues pour acheminer les marchandises du producteur à l'étal. Chaque année, des milliers de petites entreprises voient le jour, boulangeries, blanchisseries, ateliers de réparation, et chacune a besoin d'un fourgon. La demande d'utilitaires légers grimpe d'heure en heure. Celui qui chevauchera cette vague s'assurera des décennies de bénéfices stables et surtout inscrira son nom dans la trame même de la vie quotidienne française. Perdre un tel marché, c'est céder volontairement aux concurrents non pas seulement de l'argent, mais une place dans la mémoire populaire. Et la direction de Peugeot le comprenait parfaitement. À Sochaux ne siégeaient pas de naïfs rêveurs, mais des industriels froids et calculateurs qui savaient compter. Ils voyaient les chiffres de vente de Citroën, ils voyaient l'estafette se répandre dans les villes. Et ils prirent une décision qui, sur le papier, paraissait presque suicidaire d'audace. Ne pas rafistoler le D4 mourant, ne pas sortir une énième variante timidement modernisée, mais faire irruption dans une guerre déjà partagée avec une machine radicalement neuve, un fourgon qui n'existe pas encore.
Un projet à créer presque de zéro et qui se devait d'être non pas pire que les concurrents, mais franchement meilleur que d'eux. Sinon, aucun intérêt. La tâche relevait presque de la folie. Représentez-vous la position du stratège. Tu entres sur le champ de bataille en dernier quand les meilleures positions sont prises depuis longtemps, les tranchées creusées, l'adversaire ayant réglé son tir sur chaque sentier. Citroën a la réputation et une armée de clients ruraux fidèles. Renault a la poigne sur les villes et une production rodée. Et toi, tu as en main une machine dépassée, une part de marché qui fond et une ambition frisant l'insolence. Non pas simplement te glisser entre deux géants, mais les doubler tous les deux. Rafler, comme on disait en interne, cette fameuse part du lion. Le jeu de mots en devenait presque indécent. Le lion, c'est justement l'emblème de Peugeot, ce fauve dressé sur ses pattes arrière qui, depuis le début du 19e siècle, orne la marque après avoir migré là depuis une estampille frappée sur des lames de scie en acier. Un lion trop longtemps assoupi dans le segment utilitaire et qui s'apprêtait à rappeler l'existence de ses crocs. Mais l'ambition seule ne suffit pas. Pour doubler deux grands, il fallait trois choses dont Peugeot ne disposait pas en abondance. Premièrement, une idée d'ingénierie fraîche, quelque chose de si commode et si évident qu'une fois essayé, l'acheteur ne voudrait plus jamais revenir vers la concurrence. Deuxièmement, un moteur fiable et déjà éprouvé pour ne pas gaspiller des années et des millions à développer un groupe motopropulseur depuis la feuille blanche. Et troisièmement, un partenaire. Quelqu'un qui sache bâtir des caisses vite, solides et pas chères, car un fourgon c'est au 9/10 précisément la caisse, une boîte qu'on charge, qu'on transporte, qu'on bourre, qu'on cogne contre les poteaux des marchés et qu'on frotte contre les portails des entrepôts. Rate la caisse et toute l'entreprise s'écroule, quel que soit le bon moteur que tu y mettes. Et c'est ici que le destin de Peugeot opère une bifurcation curieuse. La réponse à la question du moteur se trouvait, comme on dit, sous la main, dans son propre garage. La marque voyait justement monter en pleine puissance un modèle appelé à devenir l'une des grandes légendes de Sochaux. Une berline robuste, endurante, dont les moteurs jouissaient d'une fiabilité presque increvable et qui, plus tard, allait tourner dans les coins les plus rudes de la planète, des savanes africaines aux pistes poussiéreuses du Proche-Orient. C'est son cœur, essence comme diesel, qui deviendrait le cœur du futur fourgon. Quant à la réponse à la question de la caisse et du partenaire, elle nous mènera vers une alliance inattendue avec une firme dont le nom même était connu de quiconque avait un jour voyagé dans un autobus français. Vers l'alliance d'où naîtra la machine qui doubla les deux grands. Mais ça, c'est pour la deuxième partie. Alors ce fameux partenaire. Cette firme dont le nom résonnait aux oreilles de tout Français ayant un jour posé le pied sur le marchepied d'un autocar. Il s'appelait Chausson. Et pour comprendre pourquoi ce nom compte, il faut saisir ce qu'était Chausson dans la France de ces années-là. Ce n'était pas un carrossier de seconde zone, un petit atelier bricolant des caisses dans un hangar de province. Chausson, c'était le maître incontesté de l'autocar français. Le constructeur dont les autobus au museau rond et bombé transportaient des millions de voyageurs sur les routes nationales, des faubourgs de Paris aux villages les plus reculés. Quand vous montiez dans un car pour rejoindre la ville voisine, il y avait de fortes chances que la carrosserie ait été pensée, emboutie, assemblée par Chausson. Voilà l'expertise dont Peugeot avait besoin. Non pas celle des jolies berlines, mais celle des grands volumes, des tôles vastes, des structures qui encaissent, se chargent et durent. Mais l'histoire est plus retorse qu'un simple contrat entre deux masons. Car souvenez-vous de ce vieux nom qui traînait derrière le D4 vieillissant. Chenard et Valcaire, ce constructeur autrefois glorieux que le destin aspirait sous l'aile des grands. Eh bien, ce destin avait un visage, et ce visage était précisément celui de Chausson. Le carrossier avait mis la main sur Chenard et Valcaire, absorbant l'ancien complice de Peugeot. Vous saisissez l'ironie de la manœuvre ? Peugeot n'allait pas chercher un partenaire au hasard sur le marché. La marque renouait par un chemin détourné avec la lignée même qui avait engendré son fourgon dépassé. Sauf que cette fois, derrière l'histoire fatiguée de Chenard et Valcaire, se tenait la puissance industrielle et le savoir-faire en carrosserie d'un géant de l'autocar.
Le parent pauvre s'était trouvé un allié capable de le hisser d'un coup au niveau des grands. La répartition des rôles avait cette clarté brutale qui fait les bons mariages industriels. Peugeot apportait ce qu'il faisait le mieux, la mécanique, le nom, le réseau commercial. Chausson apportait l'expertise des caisses et de la structure. Comment concevoir un grand volume qui ne se déforme pas, qui résiste, qui se plie à 1000 usages. Et Chénard et Walker, cette ombre du passé désormais intégrée, jouaient son rôle dans l'assemblage. 3 maisons, 3 compétences, une seule ambition, accoucher d'un fourgon moderne, compact, robuste et pratique, taillé pour tous les métiers de France. Reste la question du cœur. Un fourgon peut avoir la plus belle caisse du monde. S'il tousse, cale et rend l'âme au premier col un peu raide, il ne vaut rien. Et là, Peugeot n'eut pas à chercher loin. Le trésor était déjà dans la maison. Rappelez-vous cette berline robuste évoquée à la fin de notre première partie, Celle promise à devenir une légende de Sochaux, celle dont les moteurs allaient plus tard trimer sous le soleil des savanes et sur les pistes du Proche-Orient. Elle avait un nom, la 404, une voiture d'une solidité proverbiale, dessinée par les Italiens de chez Pininfarina, endurante au point de devenir mythique dans la moitié du monde. Et c'est son bloc qui allait battre sous le capot du nouveau fourgon. En version essence, un 4 cylindres de 1796 cm3. En version diesel, car les artisans et les gros rouleurs réclamaient du gasoil, économique et endurant, un bloc Indenor de 1948 cm3. 2 motorisations éprouvées, déjà rodées sur des dizaines de milliers de berlines dont on connaissait par cœur les qualités et les faiblesses. Aucun pari hasardeux sur un moteur inédit, aucune année perdue en mise au point. Peugeot faisait là un choix d'une intelligence toute paysanne, ne jamais réinventer ce qui marche déjà. Pourquoi risquer des millions sur un groupe motopropulseur neuf quand on possède dans son propre catalogue un cœur increvable qui n'attend qu'à être greffé? Et voyez comme, pièce après pièce, le puzzle se met en place. Le moteur, réglé et brillamment. La caisse, confiée au meilleur carrossier du pays. Le partenaire industriel, trouvé et par le plus savoureux des hasards, hérité de sa propre histoire. Il ne manquait plus que l'idée, cette étincelle d'ingénierie, cette trouvaille si évidente qu'elle rendrait la concurrence obsolète du jour au lendemain. Car n'oublions pas l'enjeu. Il ne s'agissait pas de faire aussi bien que le type H et l'estafette. Il s'agissait de les enterrer tous les deux. Et pour cela, un bon moteur et une bonne caisse ne suffisent pas. Il faut une raison impérieuse, presque irrésistible, de préférer ce fourgon-là à tous les autres. Où trouver cette étincelle? Peugeot la chercha là où les 2 grands avaient, chacun, laissé une faille. Regardez le type H. Increvable, oui, mais spartiate, brinque-ballant, avec une suspension qui secouait le chargement et le chauffeur comme un panier de linge. Regardez l'estafette. Maniable, certes, mais plus petit, plus limité en volume dès qu'il s'agissait de charger vraiment. Chacun excellait sur son terrain et pêchait ailleurs. Et si l'on pouvait, d'un seul coup, prendre le meilleur des deux, le volume du gros et l'agilité du petit, tout en ajoutant un confort qu'aucun des deux n'offrait? Et si, par-dessus le marché, on résolvait ce petit cauchemar quotidien que tout livreur urbain connaissait par cœur? Ces portes battantes qui claquent contre le véhicule d'à côté, contre le mur, contre le poteau, à chaque arrêt, 100 fois par jour. C'est dans cet interstice, dans cet espace laissé vacant entre la brute rurale et le lutin citadin, que Peugeot décida de planter son drapeau. La marque au lion ne voulait ni de la campagne seule, ni de la ville seule. Elle voulait les deux, et un peu plus encore. Un fourgon qui roulerait aussi bien sur les pavés parisiens que sur les chemins boueux d'une ferme normande, qui offrirait à son conducteur un confort de berline là où les autres proposaient une brouette, qui se chargerait comme un camion et se faufilerait comme une camionnette. Sur le papier, cela ressemblait à la quadrature du cercle, vouloir tout à la fois dans une seule machine. Et pourtant, c'est exactement ce qui allait sortir des ateliers. Un fourgon cabine avancée où le conducteur s'assoit tout à l'avant, au-dessus des roues,
libérant derrière lui un volume de chargement énorme sur une longueur de caisse contenue. Un fourgon dont les 4 roues seraient indépendantes, un raffinement quasi inédit dans cet univers de bêtes de trait, pour un confort et une tenue de route qui laisseraient la concurrence loin derrière. Et surtout, un fourgon doté de cette trouvaille qui allait tout changer. Cette solution si simple qu'on se demande pourquoi personne n'y avait pensé plus tôt, et qui ferait de lui le chouchou des marchés et des livreurs de France entière. Mais quelle était donc cette idée ? En quoi consistait ce détail génial qui allait transformer un simple retardataire en vedette nationale ? Quand cette machine fut-elle enfin dévoilée au public et Connect la France l'accueillit-elle ? C'est tout l'objet de notre troisième partie, celle de la révélation et du triomphe. Juin 1965. Le fourgon tant attendu sort enfin de l'ombre des ateliers et se présente au grand jour. Il porte un nom court, sec, presque administratif, J7. 2 caractères, une lettre et un chiffre, rien de plus. Pas de patronyme évocateur, pas de clin d'œil poétique, juste une référence d'usine, brute comme un numéro de série. Et pourtant, ce sigle laconique allait s'incruster dans la mémoire collective d'un pays tout entier, au point de devenir, pour des générations de Français, le mot même qui désigne le fourgon. Mais laissons de côté le baptême et venons-en à l'essentiel. Qu'avait-il donc dans le ventre, ce J7, pour oser défier 2 rivaux si bien installés ? Reprenons cette fameuse trouvaille que nous avons laissée en suspens, ce détail si simple qu'on s'étonne que personne ne l'ait imposé avant. La voici enfin nommée, les portes coulissantes. Pas des portes battantes qui s'ouvrent en pivotant, empiétant sur l'extérieur, cognant contre la voiture d'à côté ou le mur du fond de la cour. Non, des portes qui glissent le long du flanc, restant plaquées contre la caisse, ne débordant sur rien, n'accrochant personne. Un livreur pouvait se garer au plus près d'un obstacle, dans le recoin le plus étriqué d'une rue parisienne, et sortir sans jamais craindre de heurter quoi que ce soit. Où que vous soyez coincé, la porte s'ouvrait, toujours. Et ce n'était que la première moitié du génie. Car ces panneaux coulissants offraient un second cadeau, presque scandaleux de commodité. On pouvait rouler porte ouverte. Songez à ce que cela signifiait pour un homme dont le métier consistait à s'arrêter tous les 50 mètres. Le livreur de pain, le marchand ambulant, le distributeur de journaux, tous ces forçats de l'arrêt-redémarrage n'avaient plus à ouvrir, claquer, rouvrir, reclaquer leurs portes des centaines de fois par jour. Ils laissaient simplement le flanc béant, sautaient à terre, livraient, remontaient, repartaient. Un gain de temps, d'énergie, de nerfs, que ceux qui ont un jour livré en ville mesureront à sa juste valeur. En un seul détail de conception, Peugeot venait de répondre à une souffrance quotidienne que Citroën et Renault, avec leurs portes battantes, laissaient sans remède. Mais réduire le J7 à ses seules portes serait lui faire injure. Souvenez-vous de cette quadrature du cercle que la marque au lion s'était promis de résoudre. Le volume du gros et l'agilité du petit, le tout couronné d'un confort inédit. Eh bien tenez, 4 roues indépendantes. Dans cet univers rustre de bêtes de somme où la suspension se résumait souvent à des essieux rigides qui transmettaient chaque nid de poule directement dans les reins du conducteur et dans la fragile cargaison, le J7 offrait 4 roues suspendues, chacune pour elle-même. Le résultat ? Une tenue de route et un confort qui reléguaient le type H brinque-ballant au rang de charrette. On ne secouait plus les œufs, la vaisselle, les bouteilles. On ne rentrait plus le dos brisé d'une journée de tournée. Le chauffeur du J7 voyageait presque comme dans une berline, et cela, dans un fourgon, tenait du petit miracle. Ajoutez-y le volume. Grâce à cette architecture cabine avancée, où le conducteur trône tout à l'avant, au-dessus du train roulant, l'immense majorité de la longueur se transformait en espace de chargement utile. Et de la longueur, il en avait. 4,74 m du pare-choc au haillon. Un gabarit généreux qui promettait des mètres cubes de marchandises tout en restant assez compact pour se faufiler là où un vrai camion aurait renoncé. Le J7 tenait donc sa promesse impossible. Charger comme un gros, se glisser comme un petit. Et il y avait cette autre astuce.
discrète mais redoutablement pratique, naît directement de la disposition cabine avancée. Le moteur, logé sous un capot à l'intérieur même de l'habitacle, entre les deux sièges. Une panne, un contrôle, un appoint d'huile, le conducteur n'avait qu'à soulever la trappe, là, sous sa main, sans descendre, sans ramper sous le châssis, sans se salir dans la boue d'un chemin de ferme. La mécanique à portée de fauteuil. Encore une de ces petites intelligences qui, mises bout à bout, faisait la différence entre un outil qu'on subit et un outil qu'on aime. Alors, comment la France accueillit-elle cet ovni pragmatique ? Le mot n'est pas trop fort. Le J7 devint aussitôt la coqueluche des artisans et des commerçants, le chouchou, l'enfant chéri de tous ceux qui vivaient de leur camionnette. Ceux qui l'essayaient ne comprenaient plus comment ils avaient pu s'en passer. Le bouche à oreille fit le reste, et la machine qu'on disait condamnée d'avance, celle du retardataire sans espoir, se mit à séduire précisément la clientèle que Citroën et Renault croyaient tenir pour acquise. Restait à décliner ce succès. Car un bon fourgon ne vaut que s'il sait épouser 1000 métiers, et Peugeot le comprit vite. La gamme s'étoffa à une cadence presque fiévreuse. Dès septembre 1965, quelques semaines à peine après la présentation, arriva une version fourgon d'une charge utile de 1800 kg, taillée pour les gros transporteurs. En octobre de la même année suivirent le fourgon vitré et le minibus, ouvrant la machine au transport de personnes autant que de marchandises. Puis, dès le début de 1966, déferla une avalanche de carrosseries spécialisées. Ambulances pour les hôpitaux, bétaillères pour les campagnes, pick-up pour les chantiers. En quelques mois, le J7 avait cessé d'être un simple fourgon pour devenir une plateforme, un point de départ vers d'innombrables usages. N'est-ce pas là au fond la marque des vraies réussites industrielles ? Non pas la perfection dans un rôle unique, mais cette plasticité qui permet à une même machine de se réincarner en 10, 20, 50 métiers différents. Le retardataire de Sochaux ne s'était pas contenté de rattraper ses rivaux. Il avait, en quelques mois, ouvert un éventail d'usages que ni le type H ni l'estafette n'égalaient avec la même aisance. Cet interstice que les deux grands avaient négligé, le J7 ne s'y était pas glissé timidement. Il l'avait investi, occupé, colonisé. Mais tout cela n'était encore que le versant technique et commercial de l'histoire. Le plus beau restait à venir. Car si le J7 est aujourd'hui gravé dans la mémoire française, ce n'est pas seulement pour ses portes coulissantes, ni pour ses 4 roues indépendantes. C'est parce qu'il devint le décor familier d'une France entière. Le fourgon du marchand sur la place du village, le camion du marchand de glace devant lequel s'attroupaient les enfants, le minibus qui emmenait les écoliers, la sirène de l'ambulance, le véhicule des pompiers et des gendarmes. Comment un simple utilitaire s'est-il ainsi fondu dans le paysage et le cœur de tout un pays ? C'est ce que nous raconterons dans la 4e partie. Il y a des machines qui restent des machines, et il y en a, rares, qui cessent d'être des objets pour devenir des personnages. Le J7 appartient à cette seconde famille, la plus noble, celle des véhicules qui ne se contentent pas de rouler, mais finissent par habiter la mémoire d'un peuple. Et pour comprendre ce prodige, il faut quitter un instant l'usine et les fiches techniques, et descendre là où le J7 a réellement vécu, dans la rue, sur la place, au coin du trottoir. Commençons par le décor qui lui colle le plus tendrement à la peau, le marché. Fermez les yeux et voyez la scène. L'aube d'un samedi, une place de village ou un boulevard de sous-préfecture, et déjà les fourgons qui manœuvrent, se rangent flanc contre flanc, ouvrent leur côté coulissant sur des étals improvisés. Fruits en pyramide, poissons sur la glace, fromage sous cloche, rouleaux de tissu déroulés à même le haillon. Le J7 n'était pas seulement garé au marché, il était le marché. Sa caisse devenait comptoir, son ouverture latérale se muait en vitrine, son volume avalait le matin la marchandise et la recrachait, vendue, le soir venu. Combien de commerçants ont-ils passé leur vie entière derrière ce flanc ouvert, à peser, rendre la monnaie, héler le chaland? Le J7 fut le compagnon de labeur de toute une classe laborieuse, celle qui nourrit un pays sans jamais faire la une des journaux. Et puis il y a cette autre image, plus douce encore, presque enfantine, qui suffit à elle seule à expliquer pourquoi ce fourgon touche une corde si intime. Le marchand de glace.
Ce J7 aménagé, carillonnant, surgissant l'été au bout d'une rue, et la nuée de gamins qui accouraient, pièces serrées au creux de la main, vers cette caisse blanche d'où sortaient cornets et esquimaux. Comment ne pas s'attendrir ? Pour toute une génération, le son d'un moteur qui ralentit et d'une clochette qui teinte reste à jamais associé à la silhouette trapue de ce fourgon. Une Madeleine sur 4 roues indépendantes. Voilà comment un utilitaire cesse d'être un outil de travail pour devenir un fragment d'enfance. Mais ce serait bien mal connaître le J7 que de l'enfermer dans le pittoresque des marchés et des glaces. Car sa vraie force, celle qui explique son ubiquité, tenait à cette plasticité que nous évoquions déjà, sa capacité stupéfiante à se glisser dans tous les rôles. Songez à l'inventaire. Fourgon de livraison arpentant les villes du matin au soir. Minibus scolaire ramassant les enfants au bord des routes de campagne. Transport de troupes pour l'armée. Camping-car pour les familles avides d'évasion sur les routes des vacances. Ambulance fendant la circulation, sirène hurlante, vers l'hôpital le plus proche. Véhicules de police, de pompiers, des ponts et chaussées, de l'électricité de France. Le J7 servait l'État, servait le commerce, servait la famille, servait l'urgence. Existe-t-il beaucoup de machines dont on puisse dire qu'elles ont tout à la fois vendu des tomates, sauvé des vies, éteint des incendies et conduit des enfants à l'école ? C'est précisément cette omniprésence qui l'a inscrit dans l'inconscient collectif. On ne connaissait pas le J7 comme on connaît un modèle de voiture repéré dans un salon. On le croisait partout, tous les jours, sous toutes ses formes, au point de ne même plus le remarquer. Et c'est là, dans cette familiarité totale, que réside la vraie gloire. Le J7 était devenu un élément du paysage français au même titre que le platane du bord de route ou le café de la place. Invisible à force d'être omniprésent et pourtant gravé pour toujours. Un tel succès, cependant, ne dispense jamais de progresser. Une machine qui reste figée 15 ans durant finit par vieillir et par lasser. Le J7, lui, sut évoluer sans jamais renier son âme. Et Peugeot, en industriel avisé, l'affina patiemment, année après année. En 1970, les motorisations essence furent revues et musclées. Un bloc d'1,6 litre développant 61 chevaux et 1,8 litre poussant à 65 chevaux. De quoi rendre la bête un peu plus vive sans trahir sa vocation de labeur. Puis vinrent les raffinements de sécurité et de conduite, ces détails qui, mine de rien, changent la vie du conducteur. Dès la fin de 1973, apparurent les freins à disque à l'avant, un progrès considérable pour une machine souvent chargée à ras-bord, appelée à s'arrêter net dans le trafic urbain. En 1975, le volant lui-même fut modernisé. Le J7 hérita du volant à 4 branches emprunté à la 504, cette grande routière qui régnait alors sur le catalogue Peugeot. Petit clin d'œil qui reliait, une fois de plus, l'humble fourgon à l'aristocratie berline de la maison. Enfin, en 1978, ce fut au tour de la gamme diesel d'être entièrement remaniée, car les gros rouleurs, ces fidèles du gasoil économique, réclamaient toujours plus d'endurance et de sobriété. Voyez la méthode et admirez-la. Jamais de révolution brutale, jamais de refonte spectaculaire qui aurait déboussolé la clientèle. Rien que des retouches successives, intelligentes, ciblées, qui maintenaient le J7 dans la course sans jamais toucher à ce qui faisait son identité. Peugeot avait compris une vérité que bien des constructeurs oublient. Quand une formule est juste, on ne la réinvente pas, on la peaufine. On garde l'âme et l'on lime les aspérités. C'est ainsi qu'un fourgon lancé au milieu des années 60 put traverser toute la décennie suivante sans jamais paraître dépassé. Et pendant ce temps, sur les places, dans les rues, aux portes des écoles et des hôpitaux, le J7 continuait de tisser sa légende silencieuse. Chaque marché du samedi ajoutait une pierre à sa mémoire. Chaque tournée de glacier, chaque ramassage scolaire, chaque intervention d'urgence l'ancrait un peu plus profond dans le quotidien national. Le retardataire, l'outsider condamné d'avance, était devenu « je même » sans tambour ni trompette, à force de servir humblement et partout, dommage, le fourgon que toute la France connaissait. Le pari fou de Sochaux, celui de doubler 2 géants sur un terrain déjà partagé, semblait tenu au-delà de toute espérance.
Mais toute épopée a son dénouement. Combien de temps ce triomphe discret allait-il durer? À combien d'exemplaires cette bête de somme fut-elle finalement produite? Et surtout, dommage qu'advint-il du J7 lorsque sonna inévitablement l'heure de la relève? Quel héritage laissa ce fourgon mai d'un pari perdu d'avance et gagné contre toute attente? C'est le sujet de notre 5e et dernière partie. Toute chose a une fin, et les plus belles histoires industrielles ne font pas exception. Mais avant de refermer le livre du J7, arrêtons-nous sur un chiffre, car ce chiffre, à lui seul, raconte l'ampleur du triomphe. Combien de ces fourgons sortirent-ils des chaînes durant leur longue carrière? Environ 336 220 exemplaires. Prenez une seconde pour laisser ce nombre résonner. 336 220 machines lâchées sur les routes de France et d'ailleurs. 336 000 marchés approvisionnés, tournées assurées, écoliers transportés, vies secourues. Voilà ce que valait, en chair et en tôle, le pari jugé perdu d'avance de la marque au lion. N'est-ce pas vertigineux quand on y songe? Cette machine que personne n'attendait, ce retardataire moqué qui arrivait bon dernier sur un marché verrouillé par 2 mastodontes, finit par se compter par centaines de milliers. L'outsider n'avait pas seulement survécu, il avait régné. Et il régna longtemps, près de 15 années durant, une éternité dans le monde de l'automobile où les modes passent et les modèles se démodent à vitesse grand V. Le J7, lui, traversa les saisons sans jamais lasser, fidèle au poste, infatigable au travail, indéboulonnable dans le cœur de ses usagers. Mais 15 ans, aussi glorieux soient-ils, ne suffisent pas à défier l'usure du temps. Vint donc, comme pour tout, l'heure de la relève. En 1980, Peugeot décida de tourner la page et d'engager la succession. Le constructeur lança ce qu'on appela en interne le projet K, un nom de code aussi sobre que l'avait été le sigle J7 lui-même, qui allait accoucher du successeur, le fameux J9. Le lion préparait la génération suivante, et le vétéran devait s'effacer, comme s'effacent tous les grands serviteurs quand leur tâche est accomplie. Faut-il s'en attrister? Peut-être. Il y a toujours quelque chose de mélancolique à voir disparaître une silhouette familière, à savoir que les dernières unités roulaient déjà vers leur retraite. Mais réduire le J7 à sa fin serait passer à côté de l'essentiel. Car les grandes machines ne meurent pas vraiment. Elles se prolongent dans ce qu'elles ont rendu possible. Et l'héritage du J7 dépasse de très loin ces 336 000 exemplaires. Réfléchissez à ce que ce fourgon a démontré. Il a prouvé qu'arriver le dernier n'est pas une condamnation, mais parfois une chance. Celle d'observer les erreurs des autres et de ne pas les répéter. Là où Citroën offrait la robustesse au prix du confort, là où Renault proposait l'agilité au prix du volume, le J7 avait osé refuser le compromis et tout réclamer d'un coup. Et pour l'obtenir, il n'avait pas misé sur la puissance brute ou les chevaux à revendre, mais sur l'intelligence pratique. Cette porte qui glisse au lieu de battre, ces 4 roues qui absorbent au lieu de secouer, ce moteur qu'on inspecte sans quitter son siège. Autant de trouvailles qui, prises isolément, semblaient de simples astuces, mais qui, réunies, composaient une philosophie entière, celle du bon sens fait fourgon. Or, cette philosophie ne s'est pas éteinte avec le dernier J7. Regardez les fourgons qui lui succédèrent, chez Peugeot et bien au-delà. La porte coulissante, jadis trouvaille audacieuse, est devenue une évidence, un standard qu'on retrouve aujourd'hui sur l'immense majorité des utilitaires du monde entier. Ce qui était une révolution en 1965 est désormais si banal qu'on ne songe même plus à s'en émerveiller. N'est-ce pas là la plus haute forme de victoire, celle où l'invention triomphe au point de se fondre dans la norme, où l'audace d'hier devient le b.a.-ba d'aujourd'hui? Le J7 n'a pas seulement gagné sa guerre, il a redéfini les règles du jeu pour toutes les générations qui l'ont suivi. Et puis il y a l'autre héritage, l'immatériel, celui qui ne se mesure ni en exemplaires ni en brevets, la trace culturelle. Car ce fourgon-là n'a pas seulement transporté des marchandises, il a transporté une certaine idée de la France des marchés du samedi matin, des places ombragées où l'on marchande le prix des cerises, la France du marchand de glace et des étés d'enfance, la France laborieuse et bon enfant des petits métiers, des artisans, des commerçants ambulants.
Le J7 est devenu le décor involontaire de 1000 souvenirs, le figurant fidèle d'innombrables scènes de vie ordinaire. Et c'est peut-être là sa plus belle réussite. Non pas d'avoir été une bonne machine, il y en eut d'autres, mais d'être entré par la petite porte du quotidien dans le grand roman national. Alors, que retenir de cette épopée? L'histoire du J7 est au fond une magnifique leçon d'humilité et de ténacité. Elle nous dit qu'on peut partir dernier et finir premier, qu'on peut affronter des géants sans les moyens des géants, à condition d'avoir une idée juste et le courage de la porter. Que le triomphe ne va pas toujours au plus fort ni au plus rapide, mais parfois au plus malin, au plus attentif, au plus obstiné. Peugeot, ce parent pauvre du fourgon, ce retardataire sans espoir dont nous suivions les premiers pas, hésitants et tardifs au tout début de notre récit, a fini par damer le pion à Citroën et à Renault sur leur propre terrain. Non par la force, mais par l'astuce. Non en criant, mais en servant. Et c'est ainsi qu'un simple sigle d'usine, deux caractères froids nés d'une nomenclature industrielle, s'est transformé en légende populaire. C'est ainsi qu'un fourgon condamné avant même de naître est devenu, contre toute attente, celui que toute la France a connu. La prochaine fois que vous croiserez dans un vieux film, sur une photo jaunie ou au détour d'un rassemblement de collection, cette silhouette trapue au museau plat et aux flancs coulissants, souvenez-vous, vous ne regardez pas seulement un vieux fourgon, vous regardez la preuve roulante et têtue qu'en ce monde, les derniers peuvent, parfois, devenir les premiers.